Ok, donc bonjour à tous. Ok, donc je me présente, je m'appelle Rémi, je fais de l'ordinateur dans plusieurs boîtes. Là actuellement je suis sur la Belge, je suis développeur Java depuis 10 ans je crois. Là je vais vous parler d'un sujet que normalement, j'espère la plupart d'entre vous ont déjà évoqué, à savoir les code reviews. On est censé en faire à peu près tous, donc je vais faire un petit point de vue dessus. Qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce que c'est, sur quoi d'autres communautés s'accordent, sur les gens qui écrivent des livres, font des grandes présentations, sur quoi ces gens-là se mettent d'accord. Et puis après un petit retour sur mon quotidien, comment est-ce qu'on l'a mis en place, comment est-ce que ça a été pris, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Et voilà, qu'est-ce que c'est que le code solide? Le code solide, ce sera survolé parce que chaque cycle de solide peut avoir sa propre présentation de quelques heures. Donc c'est des sujets très très complexes qui peuvent être très très fouillés. Là, c'est vraiment, on se concentre sur la pull request, qu'est-ce que c'est? Donc quelles sont les questions qu'on va se poser quand on fait des code reviews? Et surtout, un petit spoil, que cette présentation, c'est pas la vérité. Il n'y a pas de vérité. Chacun dans son projet, vous allez gérer ça différent parce que derrière on est des êtres humains et on s'entend pas toujours et tout le monde n'est pas d'accord et puis surtout on a des délais, donc on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc qu'est-ce que c'est qu'une revue de code? C'est un examen du source code qui est produit par une équipe de développement, une équipe ou une personne, qui est soumis à une communauté ou à ses collègues. Est-ce que c'est quelque chose de manuel? Oui, une partie est manuelle, qui est à votre charge de regarder, d'appliquer les bonnes règles de conduite. Mais également, est-ce que c'est automatique? Oui. Ce qu'on compte dans la code review, on a plein de choses qui sont automatisées. Vous devez sans doute avoir entendu parler de Sonar, des formateurs automatiques. C'est des choses, c'est dommage de perdre du temps dessus durant les code reviews. Le code il n'est pas indenté, bon c'est dommage de perdre du temps là-dessus. Il y a du code dupliqué, ça saute pas forcément au jeu quand on vous fait des pull requests de 500 lignes de code. Il y a des outils de 500 classes ou beaucoup plus. Il y a des outils pour faire ça. Essayez plutôt de discipliner vos équipes et vos collègues pour utiliser ces outils, que vous ayez tous les mêmes formateurs, tous les mêmes outils, d'extraire des constantes, choses comme ça. Voilà. Donc il y a aussi des outils. Tout n'est pas fait à la main. Pourquoi est-ce qu'on fait des code reviews? Pour plusieurs choses. Vérifier que les règles de codage que vous avez mis en place sont respectées. C'est là où ça commence à diverger. On n'a pas tous les mêmes règles de codage. Cas très basiques. Il y en a qui indentent avec des tabulations, d'autres avec des espaces. Voilà, pas de débat, mais voilà. Donc c'est pas universel. La détection de bugs également. Il y a des choses qui peuvent sauter aux yeux. Si vous appelez des objets qui peuvent créer des null pointers, mais ça Sonar peut vous le dire. Des bugs fonctionnels en fait, si vous savez par exemple que vous avez un cas métier, la personne a codé un cas qui n'est pas censé arriver, ou si ça arrive, votre logiciel ne saura pas comment réagir. C'est un outil automatique, ne pourra pas vous le dire, mais vous, si vous avez connaissance du fonctionnement du produit que vous développez, vous pourrez le voir. La lisibilité du code aussi. Si vous lisez le code, vous ne comprenez pas, que vous ayez 2 ans d'expérience ou 10 ans, c'est pas terrible. Généralement, quand vous avez 2 ans d'expérience, c'est plus enrichissant parce que si vraiment vous ne comprenez rien, derrière vous allez le maintenir, donc c'est pas forcément intéressant, mais c'est enrichissant. Il faut que du code, justement, dans mon métier au quotidien, on ne fait pas des jeux vidéo, on ne fait pas de l'embarqué, donc il faut que le code il soit maintenable et repris. La lisibilité est quelque chose d'important. Vérifier que les tests testent les bonnes choses. À savoir, moi j'ai eu des exemples de tests JUnit où en gros on moquait une méthode, à l'appel de la méthode on forçait que le résultat soit 4 et le résultat du test c'est asserte que ma méthode renvoie 4. Bon oui, voilà, merci. Ça va marcher, mais c'est pas utile. Et vérifier également qu'il y a des tests dans le cas où c'est possible. Et ce qui est moins connu et moins fait, on fait des pull requests pour partager les connaissances. Quand vous travaillez dans des grosses structures, vous pouvez envoyer vos pull requests pour information à des gens qui ont travaillé sur ce projet, qui ont travaillé sur cette partie de code, pour dire ça a bougé, ça ne fonctionne plus comme avant. Ça peut également servir à ça.
Quand est-ce qu'on fait des pull requests? Généralement, on les fait à la fin, quand on a fini notre développement. Voilà, on a passé 3 jours, une semaine, un mois dessus, boum, on fait la pull request. Justement, quand c'est trop, on peut les faire au fur et à mesure. Plutôt que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, de recevoir, on vous dit tiens, il y a une PR, et là vous regardez, vous avez une demi-classe modifiée, je ne sais pas combien de lignes de code. Ben, en fait, elle va être bâclée la pull request. Donc ça peut se faire aussi, nous on a mis en place, de faire au fur et à mesure, en précisant qu'il ne faut pas merger. Voilà. On peut faire aussi proposer des pull requests après que ce soit mergé. Ce sont les pull requests justement qui servent à partager les connaissances. Voilà, ça a été validé, on a modifié. Voilà, notre système de cache, il ne fonctionne plus comme avant. On a mis du Kafka, on ne fonctionne plus en mémoire. Ok. Quand est-ce qu'une pull request est finie? Alors là, c'est là où on entame les questions. Est-ce que c'est fini quand tous les relecteurs sont d'accord? Donc ça peut par exemple ne jamais arriver. Quand le lead tech est d'accord, donc c'est-à-dire que s'il n'y a que lui qui est d'accord et toute l'équipe qui n'est pas d'accord, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on valide ou pas? Quand on n'a pas le temps, précisément, ben, chacun bosse et là on reçoit une grosse pull request, on n'a pas le temps, donc quelqu'un l'ouvre et dit ok c'est bon, on passe à autre chose. C'est des cas qui peuvent arriver. Quand il n'y a plus de commentaires, ça aussi, si on veut, un code c'est jamais assez parfait, on peut toujours faire des commentaires. Donc ce sont des cas auxquels il faut faire attention. Donc j'ai des questions volontairement ouvertes. C'est à vous de les définir là où vous travaillez. Ou si vous travaillez sur des projets open source, ben c'est à la personne. Donc on est plutôt dans le cas du lead tech qui est d'accord. Si lui valide, il va merger votre projet dans sa branche. Quand faire les reviews? À quel moment on les déclenche, donc ce que j'ai dit. C'est pour les reviewers là, pardon. Quand est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait dès que la pull request est disponible? Donc ça va, on s'interrompt tout le temps ou pas? Il y a d'autres solutions. Est-ce qu'on se prévoit des créneaux horaires? C'est-à-dire tous les jours de 14 à 15 je fais que ça, ou fin d'après-midi je fais que ça, ou le matin. Il n'y a pas, encore une fois j'insiste, il n'y a pas de bonne solution, mais c'est toutes les questions que vous devez vous poser pour, si vous voulez un petit peu unifier ça dans votre travail, se mettre d'accord. On peut les faire sinon comme dans la vraie vie quand on veut ou on peut. Donc ça dépend de votre charge de travail, mais dans tous les cas il faut les faire, il faut faire attention à pas faire passer sur vos branches de release, choses comme ça, du code qui n'a pas été trop reviewé, même s'il y a derrière de la non-régression, de la validation, derrière le code on va revenir dessus, on va le maintenir. Donc il faut quand même faire attention à ce que ce qui est produit soit plutôt de bonne qualité, enfin assez bonne qualité pour l'ensemble de l'équipe. Sinon, il y a des gens qui mettent en place, c'est plutôt des techniques un peu managériales, de 1 ou 2 jours par semaine de ce qu'on appelle d'empty box. Il y a des gens qui font ça en fait, ils se mettent le mardi, je fais que traiter mes mails. Je fais que ça de la journée parce que voilà, j'ai pas le temps, j'ai des mails de partout, je me colle une réunion dans mon agenda que pour moi où je fais rien. On peut faire ça quand par exemple, si vous avez pris le parti que c'est le lead tech qui valide ou l'architecte qui valide toutes les pull requests et c'est lui qui a mis son tampon parce que ça fonctionne comme ça, il n'y a que lui qui peut valider, et ben il peut arriver à se mettre des jours comme ça où tous les mardis, il va prendre toutes les code reviews, il va tout valider, il va faire tous les retours, il va tout refuser. Ce sont des solutions possibles. Et l'autre, nous qui nous arrive chez nous, on valide. Quand est-ce qu'on fait les reviews? Quand l'auteur il vient nous dire s'il te plaît, est-ce que tu as le temps? Ou au bout de 3 fois, dit bon, on fait quelque chose là. Voilà. Qui fait les reviews? Pareil, les questions à vous poser. Tous ces chapitres là, c'est encore une fois, c'est assez ouvert. C'est quelles sont les questions à vous poser pour mettre en place ce système de code review, pour qu'il fonctionne, qu'il soit à peu près rodé. Est-ce que c'est toute l'équipe qui fait les code reviews? Est-ce que c'est au hasard? Si vous bossez en méthode agile, par exemple, à chaque sprint, vous prenez au hasard des reviewers en faisant plus ou moins tourner ou pas. Est-ce que c'est que les seniors? Est-ce que ce sont que les juniors? C'est à vous de voir. Personne n'a pas le même point de vue. Les seniors, ça peut aller plus vite, mais les juniors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vous dire là, je comprends rien. Regarde, je fais des streams, je filtre, je map, je fais des flat maps, des machins pour obtenir le résultat.
mais qui va rien comprendre. Donc soit effectivement il faut séparer, soit je suis pas forcément trop pour mettre des commentaires, mais c'est intéressant d'avoir le retour un peu de tout le monde. Ce qui est intéressant aussi à mettre, surtout dans le cas du transfert des évolutions de code sur le projet, c'est de mettre dans vos reviewers les personnes qui ont travaillé sur le bout de code que vous avez bougé. Donc pour ça, vous avez des outils, vous avez Git, vous avez des plugins. J'ai bougé un bout de code un peu legacy. Qui a travaillé là-dessus? Qui a bougé ça? S'ils sont toujours présents, je les mets en tant que reviewer, ils pourront me dire oulala, est-ce que tu as pensé que ce cas-là, si c'est la pleine lune et qu'il y a Marriott, l'appli démarre plus? Ah non, je le savais pas, donc voilà. Ça peut être intéressant de mettre ces personnes-là. Ce qui marche bien, je le redirai dans les retours, c'est que nous, on est un minimum de 2 validateurs, mais pas trop. Pour pouvoir accepter le merge, il faut qu'il y ait 2 personnes qui aient dit OK. Moi ça me va, moi aussi, et après on peut valider. Si vous mettez trop de personnes, le risque c'est que vous ne sera jamais validé votre pull request, donc la code review va être sans fin et ça ne sortira pas, jusqu'au moment où votre architecte ou votre lead tech il dira bon terminé, on avance, donc on perd un peu de temps. Où est-ce qu'on fait les pull requests? La plupart du temps en ligne, sur du GitHub, sur du Bitbucket, sur le web. Cela dit, il existe des outils. Il y en a quelques-uns qui sont payants. IntelliJ JetBrains en propose un qui est gratuit en dessous de 10 ou 20 users, je ne sais plus. Ça existe, mais nous, pour le retour, si vous ne le mettez pas en place dès le départ, si vous n'avez pas testé, vous ne les mettrez pas en place parce que les gens sont trop habitués à... Mais il propose des avantages d'avoir de meilleurs visuels des modifications. Là, ça s'améliore, mais au début, on avait des outils de comparaison de code. Quand il y a un espace, c'est une différence, quoi. Donc, bon, c'est pas forcément très lisible. Voilà, donc c'est dans les questions à vous poser. Où est-ce que vous les faites? Quoi? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc, ce sur quoi notre communauté se met d'accord. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans les pull requests? Est-ce que votre code est solide? Ce qu'on appelle solide, donc c'est une série d'acronymes. Le S, c'est pour la responsabilité unique, donc Single Responsibility Principle, que je détaillerai après. Le O, c'est pour le principe d'ouvert-fermé. Je vais tout détailler après, vous en faites pas. La substitution de Barbara Liskov, pour le L. La ségrégation des interfaces et l'inversion des dépendances. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent déjà ces termes ou pas du tout. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ces termes. Oui, il n'y en a pas du tout. Bon, a priori, tout le monde... Ah, merci. Donc, la présentation servait à une personne. Qu'est-ce qu'est le principe de responsabilité unique? Donc, c'est un principe qui a été énormément détaillé par Robert Martin, donc le Bob comme on l'appelle. Pour le résumer, c'est qu'une classe où... si on travaille un objet, elle doit changer que pour une seule raison. Il y a plusieurs explications à ce pattern. D'habitude, par exemple, on vous donne l'exemple. Si vous faites un export CSV ou chose comme ça, on va séparer la partie de récupération des données de la partie de présentation. Comment est-ce qu'on va faire le CSV? Cela dit, dans ce qu'explique Robert Martin, c'est que la classe doit changer que pour une seule raison. Si vous avez que cet export, qu'il n'y a pas d'autre façon, vous pouvez les grouper, ça va forcément bouger ensemble. Dès qu'il y a d'autres façons de récupérer les données ou d'autres sorties, que d'un CSV vous passez à du web, là il faut séparer. Voilà, une petite image pour vous montrer qu'est-ce que sont les responsabilités. Par exemple, ce couteau suisse, si on veut, on peut lui faire plein de choses, mais c'est pas parce qu'on veut qu'il faut le faire, quoi. Donc séparez votre code, réfléchissez à qu'est-ce qui fonctionne ensemble, pas ensemble. Encore une fois, les exemples qu'on peut trouver, c'est très carré. On va vous dire qu'il faut absolument, dans l'exemple du CSV, séparer la présentation de la récupération de données. Encore une fois, dans votre travail, si vous êtes sûr que ça ne bougera pas, ça ne bougera jamais, vous pouvez le faire ensemble. Dès que vous sentez que ça va bouger, vous séparez. Le principe d'ouvert et fermé, le principe d'open close, c'est de Bertrand Meyer, qui, il me semble, a créé le langage Eiffel. C'est qu'une classe doit être donc ouverte aux modifications
ouverte aux extensions, pardon, mais fermée aux modifications. Qu'est-ce que c'est de façon un peu pragmatique, et on peut bien le voir en pull request. Quand vous avez un code qui marche, ça fonctionne, ça a été testé, ça est validé. S'il faut rajouter un nouveau cas, n'intervenez pas sur le code qui fonctionne. Soit faites de l'abstraction, rajoutez une classe fille qui va rappeler le code d'origine et ajouter votre traitement, ou rajoutez des méthodes en plus, mais ne modifiez pas quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment ça. Ce qui a été validé, en gros, ne doit pas bouger. Ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez rajouter des traitements avant, après, dedans s'il y a besoin, mais ne modifiez pas un code qui a été validé et qui fonctionne. Au niveau des principes. La substitution de Barbara Liskov. Voilà, donc la définition, si Q est une propriété démontrable pour tout objet de type T, alors Q est vrai pour tout objet Y de type S, tel que A. Donc, en clair, on doit pouvoir remplacer une instance d'une classe par sa classe fille sans qu'il y ait d'effet de bord. Comment vous expliquer ça? L'exemple qu'on trouve assez souvent, c'est le rectangle et le carré. Donc, vous avez un rectangle avec getter, setter sur la largeur et la hauteur, et vous dites un carré, ben, je vais étendre de rectangle parce que c'est juste un rectangle particulier. En fait, vous allez modifier le fonctionnement du rectangle parce que quand vous allez bouger la largeur, ça va forcément bouger la longueur. Donc, vous cassez le fonctionnement du rectangle. Donc, même si mathématiquement c'est vrai, dans ces concepts-là, un carré ne peut pas étendre d'un rectangle parce que vous modifiez le fonctionnement de base. L'exemple un peu plus en image, donc c'est le canard. Si ça ressemble à un canard, que ça fait coin-coin, mais qu'il vous faut un moteur, c'est peut-être qu'à la base vous n'avez pas un canard, quoi. La ségrégation des interfaces, la phrase c'est qu'on ne doit pas dépendre d'interfaces qu'on n'utilise pas. Ce qu'il vaut mieux multiplier vos interfaces plutôt que d'étendre d'une interface et d'avoir 4 méthodes vides avec en commentaire rien à faire. Donc séparez vos interfaces, ça nous arrive, des fois on éteint des classes d'outils, on n'a pas le choix. Mais voilà, on n'a pas besoin. Donc pensez à séparer vos interfaces pour faire ça, ça sera plus clair, plus lisible pour vous. La petite image, voilà, par exemple ça, les multichargeurs, c'est pratique dans la vraie vie, mais dans le code, voilà, pour brancher votre téléphone, vous avez besoin que d'un câble, donc si c'est pour laisser tout le reste de côté, ça ne sert pas. Donc séparez vos interfaces. L'inversion des dépendances, ça je pense que la plupart des gens connaissent, c'est que les modules de haut niveau donc, ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau, et les deux doivent dépendre d'abstraction. Donc ces abstractions ne doivent pas dépendre des détails, et les détails d'implémentation doivent dépendre des abstractions. Donc là, il va passer tout petit. En gros, un bon exemple pour bien comprendre ce principe d'inversion des dépendances, c'est que pour brancher n'importe quoi dans une prise, vous passez par la prise. Peu importe comment c'est fait derrière. Vous n'alliez pas avec le fer à souder et les prises pour brancher votre lumière. Donc il ne faut pas que dans votre code, quand vous appelez un sous-programme, vous dépendiez. Si l'implémentation change derrière, il ne faut pas que ça pète les appelants. Donc il y a des frameworks qui font ça sur l'injection de dépendance, tels que Spring, Micronaut, tout ça. Il y en a pas mal. Quoi d'autre à regarder dans les pull requests? Là, c'est plus on retourne dans le domaine de votre métier. La fonctionnalité, normalement, tous les devs sont associés à des tickets, à des tâches à faire. Ben, la pull request permet de le vérifier. Est-ce que ce qui est demandé, c'est fait? Vous lisez le code. Est-ce que si votre tâche est d'implémenter un endpoint qui va renvoyer, je sais pas, j'ai n'importe quoi là, une température et une humidité, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas que la température ou que l'humidité? Est-ce qu'elle est bien testée? Est-ce que ce que livre le développeur dans sa code review, est-ce qu'il a vraiment poussé les tests sur ce qui était demandé? Est-ce qu'il n'a pas juste testé unitairement que chaque méthode fonctionne? Est-ce qu'au global, il a créé des tests, dans le cas où c'est possible, c'est pas toujours le cas? Est-ce que ça a vraiment été testé? Ou s'il n'a pas fait de code, est-ce qu'il a fait une preuve? Est-ce qu'il a non fonctionné avec ça? Est-ce qu'il a démontré un résultat que ce qu'il a fait donne le bon résultat?
C'est pas évident parce que surtout quand on fonctionne en microservices et qu'on s'appelle les uns les autres, ça devient très compliqué d'écrire des tests. C'est possible, mais qu'ils vont monter tous les microservices, faire les appels. Donc c'est pas évident, mais on peut passer par du mock, on peut passer par plein de solutions. Mais c'est des choses qui sont intéressantes à regarder en code review. Les parties sécurité aussi. Est-ce que le code est sensible à des injections, à ce genre de choses? Est-ce que les normes de sécurité que vous avez mis en place sont respectées? Et la complexité, même si ça, les outils automatiques peuvent vous le dire, est-ce que c'est pas trop complexe ce qui a été prévu? Il faut penser à la suite, en fait, aux gens qui vont maintenir ce code. Est-ce que vraiment ce qui a été produit est vraiment axé maintenabilité? Je me répète, mais est-ce que c'est lisible, compréhensible? Est-ce que c'est pas trop complexe? Après, qui corrige? L'auteur. Faites en sorte, quand vous avez des remarques, des choses qui ne vous vont pas, que ce soit l'auteur qui corrige. Sinon, il ne s'en souviendra pas, il n'apprendra pas. Et puis, on n'apprécie pas forcément de se faire reprendre son code par quelqu'un d'autre et qui merge à votre place. Donc là, je vais passer à l'endroit où je travaille, sur les retours d'expérience, parce que j'avais fait un peu cette presse à peu près aussi rapidement. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a marché au sein des équipes? Nous, on a passé toute l'équipe en reviewer. Chaque fois qu'on fait une pull request, c'est fait automatiquement, on peut déterminer qui on met dedans. On met toute l'équipe systématiquement, comme ça on est à peu près sûr d'avoir toujours 2 personnes qui valident. Si ce n'est pas le cas, on relance. Mais au moins toute l'équipe est au courant, on voit passer les choses. À l'origine, on fonctionnait avec... il y avait une personne par sprint qui était dédiée qu'à ça. C'est lui, c'était le reviewer du sprint. En plus, on avait des sprints de 4 semaines, donc pendant 4 semaines, le pauvre mec, il fait que ça, quoi. En plus, il devait prendre des tâches de dev qui mettaient des plombes. Et il y en a à qui ça allait bien, mais la plupart des gens, non. C'est un peu dur, quoi. Sur des sprints plus courts, peut-être, et encore. Mais on a cette perte et le côté qui n'est pas forcément vu des pull requests de partage des connaissances. Qu'est-ce qui a été modifié? Est-ce que, surtout qu'en équipe, il y a des chances que vous travaillez sur du code qu'une personne doit modifier, donc vous savez là où vous avez eu des problèmes, est-ce qu'il a pensé à ça? J'ai l'exemple aujourd'hui. Normalement, vous devez à peu près tous connaître les optionnels. On avait un dev à faire un peu particulier, où l'objet qu'on nous envoie via une requête REST, on le map avec des optionnels. Et du coup, dans le code, pour savoir si on doit updater des champs ou pas, parce qu'on doit faire la différence entre si la personne a mis le champ annul dans le JSON ou s'il l'a pas mis du tout. Et donc là, avec Jackson et des objets, c'est pas possible. Donc soit on passait par des maps clé-valeur pour savoir ce qui a été mis, soit on passait par des optionnels. Et du coup, dans le code, on a une série de if. Est-ce que l'optionnel il est égal à nul? Et là, Sonar, il vous explique que c'est pas possible de faire ça. Il faut faire des is présentes sur mon optionnel. Seulement, si la personne n'a pas mis le champ, l'optionnel il est à nul et le is présente il va péter une NPE. Mais Sonar il va vous dire faut pas faire ça. Et aujourd'hui, moi j'ai fait un Sonar sur tout le projet. Hop, et je l'ai changé. J'ai tout modifié. Mon collègue qui est plus sur le projet, mais qui est toujours dans les PR, il a vu, il a dit hop. Attention, on a fait ça pour ça. Donc Sonar n'est pas capable de le détecter dans ce cas-là, parce que normalement on ne doit pas utiliser optionnel dans ces cas-là. Un optionnel n'est pas censé être à nul. Bon, voilà, on nous demande de faire des choses un peu particulières, de faire des patchs qui font des puts. Voilà, il faut toujours en même temps. Donc voilà, un exemple de mettre toute l'équipe en reviewer et ceux qui ont travaillé sur le projet. La présentation a eu un impact assez positif sur l'équipe et les gens. Ça leur a donné des guidelines sur qu'est-ce qu'ils devaient regarder, parce que là ils regardaient en gros les syntaxes, les fautes d'orthographe, le nom des variables, mais pas forcément la partie test, et se poser la question de ce que la personne a développé, est-ce que c'était ce qui est demandé, qui sont des parties compliquées. Du coup, le temps passé sur les code review a augmenté. Après, il y a tout un tas de graphiques, il y a plein de personnes sur Internet qui parlent des code review. Plus vous passez de temps sur une PR, moins elle est de bonne qualité. Donc il faut aussi
jauger ces cas-là. Il y a notamment Trisha Guy, je crois qu'on prononce, qui a fait un travail incroyable sur les code reviews, qui travaille chez JetBrains, qui a des blogs et des articles, qui vous dit pour chaque version de Java qu'est-ce qu'il faut regarder, quand on fait des paires sur la sécurité qu'est-ce qu'il faut regarder, qui vous présente un peu l'outil de JetBrains aussi. Il y a notamment elle qui a fait tout ce travail et c'est très très intéressant, je vous encourage à aller voir ce qu'elle a fait. Il y a des heures et des heures de lecture. Sur chaque principe du solide, il y a des heures de présentation entières. Donc les principes de solide que tout le monde connaissait plus ou moins, qu'on a un peu remis en place, parce qu'on c'est plus ou moins de la bonne pratique, mais la substitution de Barbara Liskov par exemple, on a eu plein de cas où ça marchait pas. Si on mettait une classe fille, on changeait le traitement de la classe mère, donc ça pétait. Donc pas bonne interface. Le responsabilité unique, alors là, oui, c'est bien. On a essayé d'appliquer, je vous le dirai dans les retours négatifs. Les 2 validateurs au minimum, ça c'est bien. Parce que quand il n'y en a qu'un et qu'il n'a pas le temps, il valide sans regarder. Donc au moins à 2, on couvre un peu plus de choses. On a plus de chances de voir les bugs, ce qui n'est pas traité, les tests. Après, on a plusieurs niveaux. Nous, on en a un. Chaque fois qu'il a une paire, il prend le code, il la tire en local, il exécute les tests, il regarde ce que dit Sonar, il fait tout. Ça, il y en a un qui le fait, quoi. Sur une équipe de 8, moi, je le fais quand c'est compliqué ou que j'ai du temps, je le fais aussi. Et c'est vrai que c'est efficace, mais on passe 1 ou 2 heures sur une PR facile, voire plus. La relance de la part des auteurs, c'est finalement ce qui a été le plus efficace, que l'auteur l'auteur de la PR, donc celui qui l'a soumise, qui vient vous taper sur l'épaule et vous dire est-ce que tu peux regarder, ok. Voilà, ça c'est vraiment, en tout cas là où je suis, ce qui nous a fait avancer le plus. Les relances automatiques, non, parce que si les gens qui ne regardent pas les mails ne regarderont pas les relances. Voilà. Qu'est-ce qui a été négatif? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le solide. Concrètement, quand quelqu'un a décidé que le single responsibility, quand il a décidé que ça fonctionnait comme ça, qu'il ne veut pas en déboard, il dit non, ça ne correspond pas, je ne suis pas d'accord, alors que c'est le seul à pas être. On arrive dans des discussions qui finissent pas et c'est une autre personne qui valide, qui en a marre, ou l'architecte ou le lead tech qui dit bon. C'est bon, on arrête, on va pas refaire la réunion à chaque fois. Donc sur chaque point, on peut trouver à discuter. Donc c'est important de mettre des limites et c'est pour ça que deux personnes qui valident, ça peut créer des tensions, un qui n'est pas d'accord, mais si au moins 2 personnes sont d'accord, on peut passer à la suite. Ça c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand on est en cadrage, que tout le monde a du boulot, c'est toujours les mêmes personnes qui vont faire les reviews. C'est aussi parce que ça leur plaît ou parce que c'est des caractères où ils disent tant pis, il y a des gens comme ça, si personne ne veut le faire, je vais le faire moi. Et donc voilà, ça peut agacer au bout d'un moment, mais c'est quelque chose qui se produit. Ça va toujours être les mêmes qui vont le faire. Donc c'est bien après de temps en temps, si vous êtes en méthode agile, dans les rétros, d'en parler. Ça aussi on l'a vu, les remarques à la tête du client, c'est quelque chose d'assez, c'est du management et de l'humain, c'est que on en a eu, suivant qui lui fait la remarque, il va pas prendre en compte, il va pas répondre quoi. Si c'est un junior qui lui fait la remarque, il va même pas regarder. S'il pouvait, il supprimerait le commentaire. Et par contre, s'il considère que, un particulier, ouais. Si c'était un père ou quelqu'un qui reconnaît, il va faire plus attention. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est assez désagréable, mais voilà, c'est des choses qu'il faut gérer. Voilà, au niveau des autres retours, on fonctionne toujours comme ça marche toujours bien. Gros problème qu'on a eu récemment, petites équipes. Quand il y a 2 dev back, 2 dev front, même si on prétend qu'on est plus ou moins tous full stack, nous les dev front ils nous ont dit le back on valide pas, donc on est 2 à côté du back. Donc on ne peut pas valider, donc on fait appel à d'autres équipes ou on fait appel à la personne qui valide, on se débrouille. Et voilà, au niveau des retours, ce qui a bien marché chez nous et ce qui n'a pas marché. Voilà, ça a été assez rapide. Si vous avez des questions, allez-y. Oui. Quels sont les outils que vous utilisez pour mettre ça en place chez vous? Les outils, au niveau des... Là, à mon travail, on est sous Bitbucket, donc on utilise
la partie web de Bitbucket pour faire vraiment la partie on accepte, on n'accepte pas, on met les commentaires. Tout ce qui est automatisation, on a du Sonar Lint. On a également du Jenkins derrière. Chaque fois qu'on crée une branche, Jenkins il va pouler la branche, il va lancer une pipeline de tests unitaires. Donc pour valider l'APR, il faut qu'il y ait donc deux personnes qui valident et que le build y soit passé. Après sinon, on est beaucoup à la main. Hein. On lit le code, on regarde. Il faut faire attention. Donc il y a des choses, il y a des bêtises qui passent. Hein, toujours, il y en a. On a des choses classiques, par exemple, qu'un outil ne peut pas avoir. On a renommé une classe où on s'est trompé. On a une classe qui s'appelle, je sais pas, Toto Service. Et avant, il s'appelait Tata. La variable, elle s'appelle toujours Tata Service. C'est des choses. Ça, aucun outil. Enfin, peut-être que des règles sonores peuvent vous le dire, ou vous pouvez développer des règles sonores qui vont vous dire qu'il faut que le nom de la classe matche avec le nom de la variable. Mais si vous avez deux variables du même objet, ça va pas marcher. Hein. Mettre des 1, des 2, c'est pas terrible. Non, on est beaucoup à la main. Et on va se voir aussi, on écrit les remarques et quand on comprend pas, on vient se voir, on traverse le couloir, on va au bout du bureau. Voilà. On a testé rapidement des outils de code review. Donc effectivement, celui qui a testé ça, il a trouvé que les affichages des diffs de code étaient mieux, un peu plus clair, plus d'espace. Mais après, il faut le mettre en place pour tout le monde, il faut former tout le monde. Et là, dans notre cas, c'était pas le moment de faire ça. Oui. J'ai deux questions. La première, en moyenne, votre équipe, vous mettez combien de temps de travailler une review? Alors ça dépend. Par exemple aujourd'hui j'en ai une qui m'a pris 5 minutes. Juste on a changé les versions dans les Gradle Properties, donc ça c'est 5 minutes. Mais quelqu'un qui a bossé sur une fonctionnalité, il a mis 3 semaines de dev, il n'a pas fait d'intermédiaire. On avait des calculs complexes, il y avait une vingtaine de classes. Là ça prend plus de temps. Ça peut aller, tu peux bien passer la journée facilement sur une PR. Après voilà, les problèmes qu'il y a, c'est que tu es un être humain, tu as autre chose à faire, tu en as marre, tu la regardes, donc tu peux couper, faire après, ou tu peux dire bon, mon collègue, puisqu'on est deux, il va regarder, et bon, voilà, c'est de l'autodiscipline. Oui. Vous n'imposez pas des limites relativement petits Non. pour limiter la durée? Non. On pourrait j'imagine qu'on doit pouvoir programmer des outils pour faire ça. Mais après, il faut gérer la... Ça doit pouvoir se faire, mais ça risque de créer de la frustration. Non, mais nous, c'est plutôt une règle qu'on a en fait. Pour nous, c'est faire des petits pour pas qu'il y ait 5 000 lignes de code à valider, c'est un peu ça. Oui. Une journée pour valider une guérite. C'est ça. Et comme tout ça, ça reste globalement du bon sens, des choses qui paraissent évidentes, mais il faut de temps en temps faire des rappels parce qu'on ne le fait pas, quoi. Et effectivement, ouais, limiter la taille des code reviews, oui, on essaie de le faire. On dit aux gens de faire attention, mais c'est du work in progress, donc on peut reviewer, mais on dit qu'il ne faut pas merger, parce que derrière nous, c'est une autre personne qui merge. C'est la personne qui valide, donc il va voir que c'est validé, il va merger alors que c'est pas fini, donc il faut aussi le mettre en place. Oui, on peut faire ça, mais tout le monde fonctionne pas comme ça, parce que il y en a qui pushent leur travail tous les soirs avant de partir, parce que voilà, ils ont pas confiance. Il y a des gens, moi par exemple, je commit même pas tous les soirs, quoi. De toute façon, que je commit ou pas, si mon PC il flambe, j'aurais beau avoir commité, c'est la même. Et pusher du travail pas fini, ça va créer des pipelines, ça va faire des tests qui passent pas. J'aurais pas perdu mon travail, mais je le fais pas forcément. Donc tout le monde n'est pas. Après, on peut essayer de s'accorder, mettre des guidelines dans ces boîtes. Voilà. Oui. Là, je sais qu'on parle de code review, mais est-ce que lorsque tu travailles sur une future branche, est-ce que vous allez jusqu'à tester le code déployé? Enfin, déployer le code de la branche et le tester? Alors nous on le fait pas.
mais je l'ai eu fait ailleurs. Ailleurs, j'avais monté là où je travaillais avant, tout un gros script qui permettait d'aller chercher les branches, les builder, les dockeriser et lancer l'appli dockerisée pour pouvoir tester ça. Mais là, du coup, on a fait ça pas vraiment pour tester le code, c'est plutôt pour permettre aux personnes qui valident de voir fonctionnellement est-ce que ça te va. Donc c'est intéressant, c'est un peu de la grosse machine. Suivant, là c'était vraiment une appli entière. C'est pas c'est pas un petit site web ou c'est pas une appli où tu as une dizaine d'API, de endpoints. Donc si tu as des gros projets, ça peut être compliqué. Par exemple, si tu développes un jeu, je sais pas si tu peux te permettre de faire ça à chaque fois. Parce qu'il faut les environnements pour le déployer, il faut les ressources. Nous là où on a une plateforme de validation. Si on commence à déployer plusieurs versions, c'est pas les mêmes ports. S'il y a des modifs de base, de schéma de base, si tu as un relationnel, c'est compliqué. Après, il faut reverter. Donc ça peut se faire, mais c'est de la grosse machinerie. Et si tu as une équipe DevOps derrière, c'est plus sympa, quoi. Mais ça va surtout servir là à la validation fonctionnelle. La code review, tu es un peu avant, quoi. C'est est-ce que ton code est de qualité, est-ce qu'il fait ce qu'il faut faire, est-ce qu'il est bien testé, est-ce qu'il est maintenable, est-ce qu'il respecte des règles du standard de notre communauté. Oui, mais ça sous-entend qu'une fois que tu as accepté ton code review, une future branche, tu vas la merger, dans ton master ou ton board, une fonctionnalité qui est potentiellement non fonctionnelle. Après, sur ta branche, ça dépend comment tu fonctionnes au niveau de ton flow GitHub, de ton Git, pardon. Nous, actuellement, effectivement, on a une branche de version, qui est la future version, et sur cette branche, on tire que des branches de features. Et c'est ça qui est émergé petit à petit dans la branche de features, qui est déployée à chaque fois. Et les personnes en charge de la validation, elles regardent quels sont les tickets qui ont été émergés dans cette branche, elles testent ça et elles font les retours. Des reviewers, c'est toute l'équipe. C'est quoi les profils de ton équipe? Nous actuellement, on a un lead tech. Après, on a deux seniors, un junior et des gens intermédiaires. Et maintenant, là, dans le projet aussi, on a mis la personne qui valide parce qu'on est en manque de ressources pour ça, mais qui est quelqu'un de technique aussi. Et lui, justement, on fait aussi c'est la partie des pull requests pour partager les connaissances. Comme ça, il voit ce qui arrive, ça l'intéresse, il merge, il déploie, il teste. Du coup, c'est lui qui clique sur le bouton merge and deploy. Après, si ta question peut-être c'était mettre des personnes un peu fonctionnelles ou métiers, ça dépend comment tu fonctionnes. Tu peux mettre ton PO, comme ça il verra, ou si t'es pas en agile, ton chef de projet, il verra ce qui avance, ce qui est fini. Les PR peuvent aussi servir à ça. Oui. Dans tes PR, est-ce que tu regardes uniquement le code qui a été modifié, les lignes qui ont été modifiées, ou alors tout le code de la fonction où il y a des lignes modifiées? Bonne question, parce que ça, souvent, c'est sujet à débat. Il vaut mieux privilégier de faire des remarques sur le code qui a été modifié ou bougé, mais c'est aussi intéressant de profiter de ça pour dire, regarde, là, tu as bougé du code, et ce qui a été fait au-dessus, c'est pas terrible. Est-ce qu'on peut le refaire ? Des fois oui, des fois non. Des fois il y a le temps, des fois il n'y a pas le temps. Donc on essaie de privilégier le fait de créer des tickets de refacto, refaire ce code-là, parce que sinon après on ne le voit pas, c'est perdu. Et peut-être sur une PR, quelqu'un d'autre qui a touché. Donc ça nous arrive souvent, et dans ces cas-là, les réponses de la personne qui a proposé la PR, il dit ouais mais c'est pas mon code en fait, je l'ai juste déplacé. Et oui, c'est pas ton code, mais c'est quand même pas terrible. Donc là aussi, ça discute. Et il y a le temps, il n'y a pas le temps. La personne qui a autorité dans l'équipe peut dire oui, vas-y, fais-le, ou non, on va écrire un ticket, on n'a pas le temps, on le fera plus tard. On a des problèmes de traçabilité entre guillemets. C'est que nous, à chaque commit, en fait, il y a un numéro de ticket. On utilise Jira, et en fait, du coup, dans Jira, on voit les fonctionnalités
quand elles ont été développées, quelle branche est-ce que ça a été mergé, le nombre de commits. Et donc si on commence à faire passer d'autres choses dedans, on perd un peu cette vision et puis on comprend pas pourquoi le ticket de, je sais pas, par exemple de rajouter un champ à un retour d'un endpoint, pourquoi est-ce qu'il a pris 4 jours? Mais c'est parce qu'en fait on a refait tout le contrôleur, on a refait la moitié du service. Donc c'est intéressant de le tracer autrement. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas moi qui ai la vérité. C'est des discussions, mais c'est des process que je vous encourage à mettre en place, d'en discuter avec votre équipe. On a fait une réunion de 1 heure qui a duré presque 3 heures pour écrire des guidelines, pour se mettre à peu près d'accord. Parce que c'est parti en débat. Sur chaque lettre du solide, c'est parti en débat, quoi. Donc ça a été fastidieux, mais on a réussi à arriver à quelque chose de correct qui fonctionne à peu près bien. Mais voilà. Donc on est arrivé à écrire des guidelines mais en format checklist, partagé, au format Confluence. On est très atlasien, on utilise Confluence, c'est marqué dedans. Et après, vu que c'est des PR, on en fait quasiment tous les jours. C'est quelque chose qu'on applique, mais au moins quand il y a une nouvelle personne qui arrive, si on y pense à lui dire, toujours pareil avec la doc, on lui dit regarde, c'est ce qu'il faut faire dans les PR. Mais il faut faire des piqûres de rappel parce que ça se perd, les habitudes, on va commencer à plus regarder quelque chose et après on va plus tout le regarder. Voilà. Mais on essaie au moins une fois, on a fait ce travail-là et maintenant on a des gens qui l'ont en tête et qui y pensent. Vous n'avez pas encore instancié les checklists pour garantir la traçabilité de la relecture? Non, parce qu'après si on parle là-dedans, vraiment on peut créer nos propres règles sonar qui vont vérifier ça. Donc je ne l'ai pas fait, je sais que c'est possible, mais après tu es peut-être un peu trop rigide, tu risques de ne plus pouvoir passer à... Parce que non, il y a des endroits où j'ai travaillé, par exemple les moindres warnings en Java, la compilation ne passait pas. Donc la Javadoc, il manque un point, ça ne compile pas, quoi. Donc il fallait des Javadoc sur des API internes privées. Par exemple, il fallait la Javadoc sur les getter setter. Donc, bon, sur les commentaires, moi, je suis très négatif parce que pour moi, à part sur des règles métier, il ne faut pas en mettre parce que c'est quelque chose qui périme et c'est hyper dangereux. Quand on vous dit ma méthode fait une multiplication et que dedans il y a une division, on ne va pas voir qu'il y a une division. On va lire le commentaire. Alors voilà, ça périme mais c'est pas toujours vrai. Donc c'est pour ça que je préfère du code lisible. C'est pour ça que les juniors c'est intéressant. Ceux qui connaissent moins les astuces, ils vont dire je comprends pas ce que tu fais. Donc, on écrit mieux, on sépare, on met plus de variables. Nous, on fait pas de l'embarqué, on n'a pas. Si notre appli ne démarre pas en une demi-seconde, c'est pas grave. Donc voilà, il faut penser à ça aussi. Ok. Eh bien, merci.